Alors, bonjour à tous, j'ai 5 petites minutes pour vous lancer quelques perches depuis mon domaine d'expertise. Je suis géographe dans la recherche sur les risques et autour des politiques de prévention des désastres sur les territoires. Et je vais partager avec vous quelques idées autour de ces réponses souvent automatiques qu'on voit et qui sont de l'ordre de l'ingénierie, de la technique et auxquelles on a souvent recours pour répondre aux catastrophes et s'en prémunir à l'avenir. Alors j'aimerais pour ça partir de 3 exemples. Au Japon, suite au séisme de Tohoku de 2011 et à la catastrophe de Fukushima, le gouvernement japonais a produit sa grande muraille du Japon, 400 km d'un mur de 7 à 14 mètres de haut, 400 km discontinu, pour un montant de 10 milliards de dollars à livrer à l'horizon 2020. Donc on répond par un mur massif qui coupe l'intérieur du pays de l'océan. Et voilà une des réponses, alors c'est pas la seule, mais ça passe notamment par ça, une des réponses en béton massif aux catastrophes futures. En France, deuxième exemple, on a les PAPI, les programmes d'action de prévention du risque d'inondation. C'est un outil qui fédère différents dispositifs de gestion des risques d'inondation à l'échelle des collectivités pour essayer de lutter contre l'émiettage. Et quand on se penche sur le budget à l'échelle nationale de la deuxième génération de ces PAPI, on s'aperçoit que 93% du budget concerne l'écoulement hydraulique, le ralentissement dynamique, les travaux de protection et la maîtrise de la vulnérabilité, entendue comme la vulnérabilité structurelle du bâti. Par exemple, on va renforcer des piles de ponts qui sont affouillées par un courant d'eau trop puissant puisqu'on a bétonner l'amont du bassin versant et l'eau arrive avec plus de force sur des piles de ponts qui n'étaient pas calibrées pour la force de ce courant-là et on doit répondre par des travaux qui interviennent sur le... Vous voyez entrer la boucle de rétroaction, des travaux appellent plus de travaux qui eux-mêmes appellent des travaux en réponse aux problèmes provoqués par les travaux. En Équateur, cette fois, les risques et leur gestion sont un objet de la coopération internationale. Et j'ai travaillé un petit peu là sur le pays et en enquêtant un quart des municipalités sur l'exercice 2009-2014, on s'est penché sur les projets de coopération en lien avec les risques sur un quart des municipalités du territoire. 95% des financements des programmes sont liés aux obras, aux travaux, au béton. Encore une fois, ce n'est pas la seule des solutions, mais c'est la plus massive, celle qui capte le plus d'attention, le plus de financement et le plus de confiance, malgré les résultats limités. Alors des exemples au nord comme au sud, de différents types d'aléas, des interventions directes ou indirectes, dans la coopération, par des opérateurs publics, privés ou mixtes. Dans tous ces cas, la réponse au risque privilégie les impacts, la protection, l'approche par l'aléa. Ça c'est pour la réponse, mais côté recherche, on va mettre le paquet sur la connaissance de l'aléa, la production d'une solution technique qu'on espère efficace, contre toute évidence. On ne sort pas de cette perspective massivement centrée sur l'aléa. Or, dans le risque, et en l'occurrence autour des dommages, l'aléa, l'intensité de la menace, n'est pas liée aux dommages. Elle n'est pas déterminante dans les dommages. Vous me direz, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'inondation, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'inondation. Certes, il faut qu'il y ait une menace pour qu'il y ait un problème. En même temps, s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de risque. Et ça, les assureurs le savent très très bien. On ne peut pas relier la hauteur d'eau dans une inondation avec la quantité des dommages. Il n'y a pas de lien entre la menace et les dommages. On peut avoir des très grosses hauteurs d'eau avec peu de dommages et de faibles hauteurs d'eau avec beaucoup de dommages. Pareil pour les tempêtes. Les régions les plus battues par les tempêtes en France, qui sont sur l'ouest Atlantique ou la Bretagne, par exemple, ne sont pas les régions où on trouve le plus de dommages. Donc il ne sert à rien de concentrer l'effort sur le dommage, l'impact, l'aléa, avec l'espoir de réduire les dommages, puisqu'il n'y a pas de lien déterminant entre l'aléa, la menace et les dommages. Et pourtant, contre toute évidence, malgré les retours d'expérience, on continue à formuler les réponses aux risques en termes de connaissance, de maîtrise, de contention de l'aléa, de sa puissance destructrice. On mise beaucoup sur les réponses techniques, sur des réponses d'ingénieurs, sur des dispositifs scientifiques réputés objectifs, neutres, de réduction de l'incertitude, de maîtrise. Sans parler du risque zéro, c'est cette recherche de réduction des risques passe par les réponses techniques et c'est un peu comme l'horizon ou comme les retraites. Plus on avance et plus ça recule. On est dans cette boucle
entre la complexité et l'énergie, où on va toujours produire plus de réponses techniques qui vont nous mettre dans des situations encore plus difficiles, qui vont appeler encore plus de réponses techniques. On ne cessera jamais de monter la digue, il se trouvera toujours une vague plus haute pour dépasser la digue. Alors mon travail dans la recherche, c'est de me demander, d'abord d'essayer de documenter les formes de ces réponses, de ces réflexes techniques aux risques et aux catastrophes. Comment ça se fait que, contre toute évidence, on continue à produire des réponses comme celle-là. Et notre mandat de mon travail, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on reproduit des choses dont on sait, par retour d'expérience, qu'elles ne fonctionnent pas comme on voudrait. Et alors, au titre du pourquoi, on pourra peut-être en discuter plus tard, mais on retrouve des questions comme le fait qu'on ne peut pas ne rien faire suite à une catastrophe, et il nous dit que ça se voit. En tout cas, ça se voit beaucoup plus que le changement du règlement des prescriptions dans l'usage du sol, qui est quelque chose de beaucoup plus sioux, qui va avoir affaire à des intérêts fonciers, par exemple. Bon. On continue parce qu'il y a des lobbies. Les lobbies du BTP sont connus dans le soutien aux deux principaux partis au Japon, en l'occurrence, mais on ne peut pas dire que le lobby du béton soit étranger au cas français. Et on continue aussi parce que c'est une forme de dépolitisation. Se concentrer sur l'aléa et la menace naturelle, ça empêche de se demander qu'est-ce qui est un risque, pour qui, à quelle échelle, dans quelles circonstances. Petit exemple sur le Sri Lanka, pour les autorités en place, entre la dengue et le choléra, la dengue pose beaucoup plus de problèmes, parce que le moustique vecteur de la dengue a la mauvaise idée de ne pas faire de distinction entre les riches et les pauvres, ou entre les Singalais et les Tamouls. Donc qu'est-ce qui rentre dans qu'est-ce qui est mis dans l'agenda politique en termes de risque, c'est une question éminemment sociale et politique. Donc, double erreur quand on fonde la décision en science, on a l'impression qu'on va chercher une réponse objective et neutre. D'abord parce que les problèmes ne sont jamais liés à l'aléa. Si la science se concentre sur l'aléa, ce n'est pas une bonne idée. Et ensuite, la décision est toujours un arbitrage, un choix, n'est jamais neutre et objective. Et on essaye de dissimuler le défaut de compétence et l'incapacité du politique en ayant recours aux scientifiques. Donc voilà pour ces perches autour des risques et de la réponse très bétonnée qui va avec. Donc je vais essayer de me désaliéner de PowerPoint. Donc je suis Hervé Philippe, donc chercheur en génomique évolutive. Et donc je vais présenter très rapidement les promesses de la biologie de synthèse, qui est en fait un projet beaucoup plus ambitieux que le transhumanisme, puisqu'il s'agit tout simplement de créer la vie. De créer la vie à partir uniquement de la chimie. Donc c'est une problématique très importante pour un certain nombre de scientifiques, parce que les organismes vivants qui nous entourent et dont on dépend ont la fâcheuse habitude de ne pas faire ce qu'on veut, de ne pas pouvoir être facilement contrôlés. Donc si on était capable de créer la vie, ça nous donnerait un contrôle sur tout un ensemble de choses que pour l'instant on ne contrôle pas très bien. Et les promesses qui en découlent sont gigantesques, de l'agriculture à la médecine, ça permettrait de nourrir le monde, ça fournirait des agrocarburants, ça fournirait des traitements contre toutes les maladies, etc. Alors, la première chose que je voulais dire par rapport à ça, c'était un petit peu mise en contexte historique. Tout ce qu'on a essayé de faire sur le vivant depuis, je dirais, l'apparition de l'agriculture, donc la domestication, ça a été de faire de la sélection artificielle qui peut s'assimiler à du bricolage, c'est-à-dire qu'on regarde, ça nous intéresse, ça ne nous intéresse pas, on ne sélectionne pas. Donc fondamentalement du bricolage. Ce qui se fait depuis les années 1970 avec l'apparition de la génétique moléculaire, c'est de faire du bricolage, mais maintenant au niveau des gènes. C'est-à-dire on a un gène qui nous intéresse dans une espèce, par exemple une bactérie, bon, on va le mettre dans une plante parce qu'on a envie qu'elle soit résistante, par exemple à un pathogène ou quelque chose comme ça. Donc, on continue dans l'état d'esprit bricolage. Et depuis quelques années, il y a l'idée qu'on pourrait en fait se débarrasser de tout ça et quitter le domaine de l'amateur, du bricoleur, etc. et devenir quelqu'un de sérieux, c'est-à-dire devenir un ingénieur du vivant. Et vraiment, c'est cette idée-là qui est promue par la biologie de synthèse. Alors, là, les illustrations manquent un petit peu, c'était pour montrer un petit peu ce qu'on était en fait capable de faire aujourd'hui. Et en fait, c'est assez ridicule, hein. C'est-à-dire qu'il y a des grosses promesses, mais ce qu'on fait, en gros, je vais donner deux exemples. Le premier, c'est qu'on est maintenant capable, grâce au meilleur contrôle des fluides, de mettre quelques protéines dans une enveloppe, dans des membranes lipidiques. Voilà, ça, on sait faire. Et puis, ça a quelques propriétés physiques intéressantes. Mais on est vraiment très très loin de la vie.
Très, 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 très long. À l'autre échelle, en fait, on essaie de faire croire qu'on crée la vie, en fait, en créant chimiquement patrimoine génétique, donc l'ADN, et en l'insérant dans une cellule vivante. Donc c'est une expérience qui a fait beaucoup de bruit il y a 2 ans et demi, je pense, où on a dit on a créé de la vie. En fait, on n'a pas créé de la vie, on a utilisé tout ce qui était connu sur la génétique des bactéries, et puis on a synthétisé chimiquement, et ça c'est vrai que c'était un exploit de synthétiser une molécule d'ADN aussi longue, mais c'est ça le seul exploit technique, c'est vraiment de la chimie, il n'y a rien de physique, d'invention de la vie là-dedans. Donc c'est pour montrer un petit peu l'écart dans lequel on est par rapport à ce qui se fait, entre les promesses et ce qui se fait, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée, on n'a vraiment aucune idée de savoir comment créer la vie, le reste on ne sait pas vraiment bien définir ce que c'est que la vie. Donc ce que je voulais après dire, c'est que ça repose en fait sur un certain nombre d'hypothèses très fortes, qu'en fait on a des bonnes raisons de penser fausses. Donc les hypothèses, c'est que les organismes vivants sont des machines, comparables à nos ordinateurs, etc. Qu'il y a un programme génétique qui se déroule comme un programme informatique, donc de nouveau quelque chose qu'on a des bonnes raisons de penser tout à fait incorrect. Et en fait, ces organismes vivants sont le résultat d'une très longue évolution qui a effectivement opéré par bricolage pour s'adapter à des conditions en perpétuel changement. Et je vais juste donner 2 exemples de choses assez inattendues quand on s'intéresse justement à comment les êtres vivants vivent réellement. Donc le premier exemple, c'est les bactéries. On s'imagine que le but dans la vie d'une bactérie, c'est de se diviser le plus vite possible pour avoir le plus de descendants possible. C'est la vision classiquement darwinienne. En fait, quand on observe vraiment les bactéries, on se rend compte que même si on leur donne des conditions parfaites, il y a une petite fraction des bactéries qui ne font rien, qui attendent que le temps passe. Parce que, je vais utiliser une formulation incorrecte, mais parce qu'en fait, au cours de l'évolution, elles ont appris que, ok, c'est bien maintenant, mais qu'est-ce qui me dit que ça va être bien dans quelques temps? En fait, ils savent très bien que comme l'environnement est fluctuant, dans quelques temps, ça ne sera pas bien. Donc en fait, l'intérêt pour l'espèce, c'est qu'il y ait des individus effectivement qui se divisent et d'autres qui ne se divisent pas. Et c'est cette absence de division qui explique en partie la résistance des bactéries aux antibiotiques. Puisque si vous donnez un antibiotique et que la bactérie ne fait rien, l'antibiotique ne lui fait rien. Donc un autre exemple qui me semble important, c'est toujours chez les bactéries, où on observe en fait que le prétendu programme génétique, pour réellement permettre à l'organisme de vivre, a besoin de faire des erreurs. C'est-à-dire qu'il est indispensable que dans l'expression de l'ADN, dans l'expression du génome, il y ait des erreurs. S'il n'y avait pas d'erreurs, ça ne marcherait pas. Ce qui n'est pas du tout la vision qu'on a d'un programme informatique. Un programme informatique, ça doit toujours faire ce qu'on veut. Le prétendu programme génétique, régulièrement, ne doit pas faire ce qu'on veut. Il doit faire un petit peu n'importe quoi pour que ça marche. Donc c'est pour ça que réaliser les promesses de la biologie synthétique me semble particulièrement difficile. Et donc je voudrais conclure sur un autre exemple assez proche en fait de promesses dans le domaine des sciences de la vie, dont vous devez vous rappeler, c'est les promesses autour du génome humain. Donc en 2001, qui ont été présentées comme l'équivalent du projet Manhattan pour la physique. Et en particulier, les promesses qui étaient faites à l'époque, c'était que ça allait permettre d'augmenter l'espérance de vie, de guérir le cancer, etc. Et là, de nouveau, les courbes seraient intéressantes à montrer, mais je vais vous les dire juste comme ça. En fait, il a été montré que l'évolution de l'espérance de vie ou de la mortalité par cancer n'avait absolument pas été affectée par la découverte du génome humain. C'est-à-dire que les courbes n'ont absolument pas changé de forme entre 1980 et 2016. C'est-à-dire que le génome humain n'a eu aucun impact sur la santé humaine, tout au moins pour l'instant. C'est quand même beaucoup, depuis 18 ans maintenant. Et en fait, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire qu'on savait déjà que c'était des fausses promesses. C'est-à-dire que tous mes collègues scientifiques sérieux savaient que c'était des fausses promesses. Mais ça n'empêche que c'est comme ça que ça a été vendu. Bill Clinton a participé à cette publicité, etc. Donc c'est vraiment un exemple, je pense, très important pour montrer dans le domaine de la biologie comment on fait des promesses qui ne se réalisent absolument pas. Et je pense que la biologie de synthèse sera vraiment dans ce type de promesse.
Bonjour à tous, donc je suis Jean-Michel Huppé, je suis chercheur en neurosciences, mais en fait je ne vais pas vous parler des promesses technologiques liées à mon domaine, car ça va nous entraîner à rediscuter de l'intelligence artificielle et des délires des transhumanistes, et c'est vraiment un sujet trop vaste pour 5 minutes, mais on pourra y revenir si vous voulez dans la discussion. Ma question ici, c'est vraiment comment tenir une position critique du progrès technoscientifique, ce que nous faisons là depuis un moment en fait, sans être systématiquement accusé de vouloir revenir à la bougie. Et surtout, deuxième point, en tant que militant, quel discours tenir? Est-ce qu'on doit avoir des espoirs, mais sans doute naïfs, ou un catastrophisme, mais qui risque d'être démobilisant? Donc ce que je faisais en fait, là je montrais une photo d'un ouvrage de Jérôme Bachet, qui a été publié l'année dernière, et donc je vais faire juste un petit commentaire de cet ouvrage qui s'appelle « La tyrannie du présent ». Et donc dans cet ouvrage, Jérôme Bachet nous aide en fait à sortir de cette dichotomie et nous fournit des éléments critiques pour penser le rapport au temps, l'histoire et le futur. Et il fait ça en s'inspirant de l'expérience zapatiste dans les Chiapas au Mexique. Alors je vais vous présenter quelques idées que j'ai retenues, j'espère avoir comprises, et je vous renvoie également à un article de Christophe Bonneuil, qu'on avait invité en décembre, qui commande ce livre dans l'excellente revue Terrestre, qui est en ligne et accès libre. Donc en fait, la pensée moderne occidentale, qui est dominante du XVIIIe siècle, comme nous l'a présenté, comme nous l'a évoqué François Jarry, jusqu'à 1989, j'y reviendrai, est construite sur l'idée du déterminisme historique, où le temps est représenté typiquement comme un chemin, comme une flèche. Souvent, si vous voyez les fresques historiques, donc une représentation linéaire ou éventuellement dialectique, ça change, ça c'est pas forcément tout droit, mais en tout cas unique et orienté dans le sens du progrès. Le présent, et donc l'état de fait, est ainsi justifié car il est forcément meilleur. Le passé, dans cette vision, est systématiquement déprécié, et donc on s'attend à un futur meilleur. Le romantisme, avec sa nostalgie du passé, le « c'était mieux avant », est en fait construit exactement sur le même modèle, mais il est juste inversé, en miroir. Cette pensée moderne, qui est apparue depuis le XIXe siècle, est en fait en crise depuis quelques décennies, et Bachet propose 1989 comme date symbolique de la mort de cette pensée moderne, parce que pour la gauche, effectivement, la chute du mur de Berlin en 1989 signifie la fin de la croyance en des lendemains qui chantent, et donc du projet de révolution. Pour les libéraux, au contraire, c'est la doctrine Tina, il n'y a pas d'alternative. Cependant, à la même époque, le sommet de Rio, c'est en 1992, le réchauffement climatique devient une préoccupation majeure, ainsi que l'ensemble des crises écologiques, qui montrent un dépassement des limites planétaires, les Planet Boundaries de Stéphane et collaborateurs, l'effondrement, l'apocalypse devient l'horizon impensable du futur. Alors Bachet nous explique que le schéma moderne du temps est en fait toujours à l'œuvre dans la pensée, dans la pratique économique actuelle, économique qui détermine l'ensemble des rapports sociaux, mais en fait sans avoir besoin de réellement penser le futur. En effet, d'après l'historien Tim Mitchell, la construction de l'économie en tant que sphère ontologique indépendante à la fois des dimensions socio-culturelles et physico-écologiques date de 1945 à peu près. C'est la mise en place de la gouvernance par le futur, c'est-à-dire la promesse d'un enrichissement permanent par la croissance économique, la mise en gage du futur par la pratique du crédit, et l'invention de la notion de développement avec ses phases obligatoires. Ces notions de croissance et de développement, qui se présentent comme incontestables aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle vraiment la pensée unique, sont en fait extrêmement récentes. Par exemple, avant-guerre, pour Roosevelt, Keynes, comme pour les économistes classiques avant eux, l'objectif c'était l'état stationnaire, pas la croissance. Donc pour le modèle économique, en revanche, à la différence de la pensée moderne, le futur est un futur immédiat, correspondant au profit à court terme, voire à très court terme dans le capitalisme financiarisé, le trading à haute fréquence de la bourse par exemple. La tyrannie du présent du titre de Bachet est en fait la tyrannie de l'instant d'après, le futur immédiat, qui est incarné culturellement par l'usage du smartphone et son attente de messages, de likes ou de réponses quasi instantanées. Ce présentisme, comme l'appelle Bachet, est en état de frustration permanent et en fait l'opposé de la philosophie de la jouissance du moment présent. L'histoire, dans ce modèle, est réduite au mémoriel, patrimoine, identité, et le futur est dominé par l'omniprésence des prévisions, comme on peut le voir dans les rapports du GIEC, avec toutes ces courbes qui nous prédisent ce qui va se passer. Le discours du développement est toujours là,
mais seulement comme rhétorique des avancées du front de marchandisation, car plus personne ne peut oser dire que 7 ou 10 milliards de personnes peuvent avoir le mode de vie énergétiquement obscène d'un Américain ou d'un Européen. Le discours économique, on revient à notre thème, s'accompagne d'un impératif de solutions technologiques pour sauver le système. Le progrès, actuellement, n'est donc plus lié à un imaginaire d'espérance, mais à un imaginaire de fin du monde auquel on essaie d'échapper. Bachet nous explique comme alternative que depuis environ une vingtaine d'années, les apatistes du Chiapas construisent et expérimentent un rapport au temps et à l'histoire en rupture avec le présent perpétuel, ce qu'il appelle ce qui est notre mode actuel, leur permettant dans les mots de Christophe Bonneuil, de rouvrir l'horizon émancipateur de la Révolution à une époque où l'expérience du temps s'est refermée sur un présent sans avenir. L'idée majeure, en fait, dans cette alternative est de nourrir les futurs par la diversité de l'histoire. Et, je cite encore Bonneuil, de redonner leur puissance d'agir aux vaincus du passé pour éviter qu'ils ne soient piétinés à nouveau au présent. Ce que fait beaucoup François Jarige et ses collègues, justement. Et ainsi de dénaturaliser l'ordre, ça c'est vraiment un mot important, dénaturaliser l'ordre des choses en convoquant d'autres mondes possibles. Il s'agit donc d'espérer un monde meilleur, mais qui n'est pas déterminé, comme dans les pensées de gauche, qui est à inventer en chemin, des anticipations mais sans planification. Ces chemins ne peuvent se créer, comme expliqué, qu'en dehors du capitalisme, par exemple dans les Chiapas ou à Notre-Dame-des-Landes, et notamment dans l'expérience des communs, et je vais en finir là, des communs dont il sera question lors de la 3e édition du Festival de l'Histoire à venir, ici à Toulouse, du 23 au 26 mai prochain. Merci. Bonjour à tous. Donc, sans PowerPoint, je vais essayer de vous parler de la supraconductivité. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la supraconductivité, bien que je sois physicien, et donc du coup, je me suis en fait amusé à essayer de prendre un domaine de la supraconductivité, enfin l'application potentielle de la supraconductivité, et d'essayer de voir quel était le discours messianique qu'il pouvait y avoir derrière. Donc juste pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, donc la supraconductivité c'est une découverte, on va dire, fondamentale de la physique qui a été découverte vraiment un peu par hasard, il y en a beaucoup comme ça, et c'est une propriété de la matière qui fait qu'à basse température, certains matériaux, certains métaux ont une résistance électrique qui est complètement nulle, zéro. Donc le courant circule sans échauffement et sans échauffement. Et donc, de suite, dès que la supraconductivité a été découverte, on a de suite beaucoup d'applications qui ont été imaginées, et notamment, vous pouvez l'imaginer dans le domaine du transport de l'énergie, puisque très rapidement, on a dit qu'on va pouvoir transporter des quantités gigantesques de courant sans finalement que ça ne coûte rien, puisqu'il n'y a pas d'échauffement, donc ça coûte pas d'énergie de tout. Alors pour ça, en fait, je me suis basé pour ma présentation, je me suis basé sur un article scientifique écrit par quelqu'un qui donc fait une présentation des applications potentielles de la supraconductivité dans le domaine de l'énergie précisément, et dont le titre était assez évocateur puisqu'il s'appelait « Promesse, passé, présent et futur ». Donc justement... Oh, incroyable, j'ai un PowerPoint. Merci Steve. Est-ce que tu pourrais revenir, s'il te plaît, de 5 slides? Même le contrôler? Non, c'est Steve qui le contrôle. Ouais, voilà, super. C'est trop bien. Merci Steve. Donc voilà, donc en fait je suis parti d'un article principalement, qui est relativement long, qui présente donc ce que je viens de vous dire, et puis j'ai aussi un ou deux graphes qui proviennent d'un deuxième article qui présentait l'histoire de la supraconductivité. Steve, est-ce que tu es là? Est-ce que tu pourrais passer au slide suivant, s'il te plaît? Trop bien. Voilà.
Donc en fait, ce que je me suis amusé à faire, c'est à prendre des extraits de texte comme ça, vraiment issus de l'article, et à faire une espèce d'analyse un petit peu sémantique et pour raconter une histoire, en fait, l'histoire du messianisme en supraconductivité. Et donc, en l'occurrence, donc tout commence par des rêves. On voit vraiment la sémantique du rêve qui apparaît, c'est-à-dire qu'à 2 reprises, l'auteur de l'article nous décrit des super machines qu'il a imaginées, qui vont permettre de produire de grandes quantités d'énergie et surtout grâce à la supraconductivité de les transporter à très longue distance. Et il le dit explicitement à la fin de sa description, that's the dream. Il nous parle du rêve. Donc dans le domaine de la supraconductivité, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu énormément comme ça de choses qui ont été imaginées parce que justement ça se prête vraiment très bien à imaginer des choses extraordinaires. Steve, voilà. Alors ce qui va faire sortir finalement le rêve, enfin une application potentielle du rêve, c'est ce que dans le domaine de l'innovation on appelle la preuve de concept. Alors là, l'inventeur va fabriquer quelque chose. Donc là, vous voyez l'exemple du premier moteur supraconducteur, donc probablement fabriqué par l'auteur de cet article, qui est un premier pas parce que justement on n'est plus dans le domaine du rêve, on n'est plus dans le domaine de l'imaginaire. Le scientifique dit voilà, j'ai fabriqué quelque chose, enfin. Mais en fait, quand on a fait ça, c'est pas encore de l'invention. Qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va caractériser vraiment l'invention? C'est-à-dire dans le sens où ça va aller dans le domaine public, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver le moteur supraconducteur dans sa machine à laver ou au supermarché du coin. Il lui manque plein de choses, parce que généralement la preuve de concept, elle a été fabriquée par le physicien, il n'y a que lui qui sait la fabriquer, il n'y a que lui qui sait l'utiliser, elle n'est pas très fiable, elle coûte super cher, et le rendement n'est pas terrible. Mais elle a fait sortir quand même l'application potentielle du domaine du rêve, et avec sa preuve de concept, le physicien ou l'inventeur va pouvoir lui dire, regardez, j'ai fabriqué un moteur supraconducteur, regardez, c'est donc pas n'importe quoi ce que je vous raconte. Et alors, l'étape d'après, c'est qu'en fait, et on le voit très nettement dans ce texte, l'inventeur se heurte à un grand nombre de choses qui vont briser son rêve. Notamment, alors, la première chose dans le cas précisément de ce moteur supraconducteur, c'est d'abord, il s'aperçoit que pour qu'il y ait éventuellement, potentiellement, un gain assez intéressant, il faut que ce soit un très gros moteur, un très gros alternateur qu'on va ne trouver que dans les centrales nucléaires, dans les alternateurs de centrales nucléaires. Là, éventuellement, le moteur est suffisamment gros pour qu'on puisse avoir une économie d'énergie. Mais finalement, c'est ce qu'on va appeler une application de niche. Donc déjà, de suite, il dit bon, ce ne sera pas pour les machines à laver, ça va être éventuellement dans les centrales nucléaires. Et ensuite, il s'aperçoit que bon, l'énergie économisée, parce qu'on utilise un moteur supraconducteur, est finalement compensée ou même excédée par le fait qu'un supraconducteur doit être refroidi. Et donc, il dit, oui, ben, finalement, on dépense plus d'énergie pour le refroidir que ce qu'on économise avec un moteur supraconducteur, donc c'est pas génial, ça brise un tout petit peu mon rêve. Et puis, il s'aperçoit aussi qu'il y a plein de choses dans la société qui font que son application ne va pas arriver dans le domaine public. Notamment, il regrette que l'industrie nucléaire soit finalement pas si florissante que ça, que les projets de recherche autour du nucléaire ne soient pas finalement si financés que ça par l'industrie. Et donc, c'est des freins qui vont s'opposer à ce que son application rentre dans le domaine public. Et il y avait quelque chose qui était assez rigolo, issu du deuxième article, que j'avais trouvé assez marrant. C'est donc dans un autre domaine que celui du supraconducteur, là, un truc, je ne savais pas trop ce que c'était, mais c'était à base de supraconducteur. Il y avait une invention qui permettait de résoudre des défauts électriques dans un réseau électrique. Et finalement, il y a une phrase qui est assez rigolote, il dit, bon, mais finalement, aux États-Unis, on n'a pas de défaut électrique dans notre réseau, donc on ne peut pas l'appliquer. Donc c'est l'invention résout un problème, elle résout un problème qui finalement n'existe pas. Donc c'était assez, ça fait partie des choses aussi qui peuvent s'opposer à la diffusion d'une invention. Mais qu'est-ce qui va faire que finalement le scientifique va continuer à rêver, à espérer que son application arrive dans le domaine public? Il y a plusieurs choses. Alors il y a des choses relativement objectives qu'on ne peut pas nier, qui sont vraies. Donc c'est le graphe de droite où on voit l'augmentation progressive de la température d'utilisation des supraconducteurs qui augmente progressivement avec le temps. Puis de temps en temps, il y a des très fortes augmentations qu'on appelle des ruptures technologiques. On a effectivement des très grands progrès. Donc ça maintient l'espoir qu'effectivement un jour, peut-être les supraconducteurs pourront fonctionner à température ambiante et que ça fonctionnera. Donc on a des choses comme ça qui maintiennent l'espoir et le rêve. Après, il y a des choses un petit peu irrationnelles, dont je vais maintenant parler. Alors, la première chose, c'était ce graphe que j'ai trouvé dans le deuxième article, j'ai trouvé assez intéressant, où la personne dit, ben voilà, regardez, si on regarde l'histoire de la supraconductivité, tous les 25 ans, il y a une rupture, quelque chose, un grand progrès qui arrive.
Et donc, forcément, dans 25 ans, il va y en avoir une. Donc, quelle va être la prochaine? Ça va nous permettre, probablement, peut-être, on ne sait pas, mais il y en aura une, d'avoir une application pour la supraconductivité. Steve? Ouais, merci. Et puis après, il y a des choses que j'ai trouvées, alors là, on rentre quasiment dans le domaine de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit dans ce texte qu'à un moment donné, justement par rapport à ce que disait François tout à l'heure, le statut du scientifique qui je fais mes recherches sans avoir de volonté d'application, éventuellement les applications arrivent, mais c'est pas mon problème. En fait, on voit très clairement dans ce texte que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le scientifique a vraiment un côté émotionnel qui apparaît, qui dit qu'il veut que son invention arrive dans le domaine public. Et on voit il est optimiste par rapport à ça, il est déçu si ça marche pas, il a des espoirs que ça arrive. Il dit qu'il faut avoir des nouvelles manières de penser pour que la supraconductivité soit appliquée dans le domaine public. Et il dit peut-être que le futur décidera quels sont les développements de la supraconductivité qui seront appliqués dans le domaine public. Donc il y a une espèce de finalité qui apparaît vraiment dans le domaine de la supraconductivité. À certains moments aussi, il dit, ça se trouve, il va y avoir du réchauffement climatique, c'est en 97 l'article. À ce moment-là, les gens auront besoin de centrales nucléaires, donc enfin, ils auront peut-être besoin de mon alternateur à centrale nucléaire. Et on a quasiment aussi des arguments, donc là je qualifierais de fausse ou de vraie mauvaise foi, je sais pas trop, où à un moment donné, il dit, bon ok, mon moteur supraconducteur, il ne permet une économie d'énergie que de 0,5%, bon c'est pas beaucoup, mais si on regarde à l'échelle nationale, ça fait quand même beaucoup d'argent, donc il y a quand même des possibilités. Donc vous savez tous, même si vous n'êtes pas économiste, que si on regarde à l'échelle mondiale, locale ou nationale, une économie de 0,5%, c'est une économie de 0,5%, donc c'est pas ça qui va faire qu'une application va devenir d'un seul coup beaucoup plus intéressante. Donc voilà en gros ce que je voulais vous raconter sur le messianisme en supraconductivité. Donc loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas eu d'application de la supraconductivité, parce qu'il y en a une qui est l'IRM, qui est très éloignée des idées originales, mais toutes les applications, on va dire, immédiates de la supraconductivité auxquelles on pouvait penser, qui sont la transmission d'énergie, qui est le premier truc auquel on pense, et dès 1911 ils y ont pensé, mais en fait elle a été justement le lieu de beaucoup de promesses, beaucoup d'espoir, et qui m'a donné lieu l'occasion de faire cette présentation devant vous aujourd'hui. Voilà, merci. Les PowerPoint seront en ligne sur notre site. Bonsoir, je suis Étienne Pascal-Journet, chercheur dans une unité d'agronomie de l'INRA, à Toulouse. Et donc, je vais vous parler en fait d'un défi qui était à la limite de la promesse et qui a été lancé il y a 4 ans et qui s'est, en fait, le soufflet s'est dégonflé assez rapidement. Mais bon, il y a encore un débat sur la question. Donc ça concerne en fait... Et c'est justement très d'actualité parce que ça concerne la question de savoir si on peut trouver des solutions pour résoudre le problème climatique. Donc la question c'est, peut-on compenser les émissions de CO2 des activités humaines en stockant plus de carbone dans les sols? Donc bon, il y a quelques points qu'il faut savoir. Bon là je vais aller vite, mais bon, vous savez, je rappelle que bon, le sol c'est à la base de la vie terrestre au sens premier du terme et dans tous les sens du terme. Et c'est un capital non renouvelable à l'échelle de génération en génération humaine et qui est menacé. Dans 40% des terres cultivées sont dans un état dégradé. Donc la matière organique qui est dans ces sols, qui contient le carbone qui nous intéresse, en fait, joue un rôle très important. Et on peut dire que plus il y a de matière organique dans les sols cultivés, mieux c'est par rapport à l'agronomie, par rapport au rendement et à la fertilité du sol, et aussi pour l'environnement, c'est-à-dire pour la qualité et la préservation des ressources. Donc la question ici, c'est pas de savoir est-ce que c'est bien ou pas de rajouter du carbone dans les sols. Oui, c'est bien, ça il y a un consensus là-dessus. Donc la question, c'est de savoir combien on peut en mettre. Alors la formation de la matière organique et du stockage de carbone, bon, c'est très complexe, c'est mal connu actuellement. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent dessus. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la matière organique qui est dans un sol, le stock, c'est le résultat des entrées et des sorties, c'est-à-dire ce qui arrive de déchets végétaux ou animaux, etc., et ce qui sort sous forme qui est décomposé, eh bien c'est un équilibre dynamique, c'est-à-dire que le stockage de carbone dans les sols est potentiellement réversible.
c'est un peu comme une baignoire percée. Si vous voulez maintenir un niveau suffisant, il faut continuer à rajouter de l'eau régulièrement. Donc dans les champs, ça veut dire que c'est une pratique vertueuse qui accumule beaucoup de carbone et que vous arrivez à un stock important. Mais il faut que cette pratique continue à s'exercer pendant tout le temps où vous voulez avoir du stock, c'est-à-dire pendant ce qui concerne des décennies, voire des siècles, pour nos successeurs. Et d'autre part, c'est réversible, et donc si les conditions climatiques changent, et on sait que par exemple le réchauffement du sol peut augmenter la décomposition de la matière organique, le stock peut redécroître. Donc voilà, ce n'est pas une vraie séquestration comme le cas des combustibles fossiles qui sont sous forme de charbon ou de pétrole, où là ils sont dans un vrai coffre-fort géologique. Enfin, le stockage de carbone dans les sols est saturable, c'est-à-dire que pour chaque condition donnée de sol, de climat, il y a une quantité maximale qu'on peut atteindre. Et donc, une prairie, par exemple, quand on passe d'un champ cultivé labouré à une prairie naturelle, pâturée, au bout de 20 ou 30 ans, il n'y a plus d'accumulation de carbone. C'est-à-dire que ça plafonne. Alors, donc l'initiative 4 pour 1000, qui est l'initiative pour les sols, et la sécurité alimentaire et le climat, donc, qui émane en fait du ministère de l'Agriculture français, de l'INRA et du CIRAD et aussi d'autres instituts à l'étranger, a été lancée officiellement le 17 mars 2015 par Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, et qui a dit, donc là c'est la citation, une augmentation relative de 4 pour 1000 par an des stocks de matière organique des sols suffirait à compenser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Ça veut dire que, avec cette augmentation apparemment très faible de 4 pour 1000, hein, c'est même en dessous du taux de rendement du livret A, pour la vie courante, hein, en fait, on pourrait piéger tout le CO2 émis par les activités humaines et même compenser l'effet des autres gaz à effet de serre. Alors ça, c'est une nouvelle carrément énorme, et c'est même surprenant que ça n'ait pas été plus médiatisé à l'époque, on en a parlé, mais... parce qu'en fait, ça veut dire que enfin, c'est le genre de bonne nouvelle dont on aimerait tous entendre en se réveillant le matin en se disant ouf, voilà, enfin, quel soulagement, ce désastre climatique qui s'annonce, en fait, c'était qu'un mauvais rêve. Mais en fait, bon, alors on va voir ce qu'il en est. Donc en fait, il y a eu une révision à la baisse assez rapide en fait, du potentiel annoncé, donc ça même du fait des initiateurs et des gens qui ont présenté ce projet, qui sont a priori des gens sérieux. Donc entre mars 2015 et donc Steve, tu peux continuer. Et ensuite, oui. Mai 2016, en fait, ce que vous avez en rouge, c'est la quantité, donc 8,9 gigatonnes, milliards de tonnes de carbone, ce qui correspond aux émissions totales issues du fossile en 2015. On est passé donc de 8,9 à 3,7 dans l'annonce de ce qui était possible de capter. Et cette dernière quantité correspond en fait à l'arrêt de l'augmentation annuelle de CO2. En fait, sur tout le CO2 qui est recraché par les activités humaines, il y a à peu près la moitié qui est stocké dans des puits naturels, donc qui disparaît. Ça veut dire que sur tout ce qu'on recrache en CO2, il y a la moitié qui reste dans l'atmosphère et qui est responsable de l'augmentation régulière de... Et donc, avec ces 3,7 gigatonnes, on stopperait l'augmentation. Alors, bon, bref, donc ça a évolué, et ce qu'il faut dire, c'est que quand ça a été annoncé au départ, parmi mes collègues qui spécialisent de la question, bon, ça a déclenché beaucoup d'étonnement et de scepticisme. Bon, le stockage de carbone dans les sols, c'était pas nouveau. C'était aussi par des stratégies qui sont des modifications de pratiques agricoles ou sylviculture, donc c'est relativement peu coûteux. Donc c'est a priori une bonne idée. Par contre, la quantité annoncée paraissait complètement faramineuse et irréaliste. Donc les trois objectifs de cette initiative, c'est assurer la sécurité alimentaire mondiale, en assurant, avec l'amélioration de la qualité des sols, de meilleurs rendements. Donc là, pour ça, bon, il y a consensus, c'est bon. Adapter l'agriculture mondiale au changement climatique, c'est-à-dire lui donner plus de résilience, en améliorant, par exemple, la rétention en eau dans les sols. Ça aussi, c'est OK. Par contre, lutte contre le réchauffement climatique. Donc Steve. Donc là, bon, c'est un schéma compliqué, donc vas-y, tu peux descendre jusqu'au bout de l'animation. Voilà, donc en gros, bon, ces deux schémas, ce qui se passe, c'est que ce qui est proposé, c'est de rajouter au puits naturel actuel de 3 gigatonnes, 6 gigatonnes quand même, c'est-à-dire de tripler les puits de CO2 sur la planète. Ces 6 gigatonnes se décomposant en 3,7 en stockage de carbone dans les sols, et le reste, 2,4 en biomasse aérienne, c'est-à-dire en fait les troncs des arbres dans les forêts, tout ce qui est arbres dans les paysages agricoles. Et donc déjà à ce stade, disons les initiateurs
du 4 pour 1000 reconnaissent que il n'y a que 60% de ce qui était annoncé qui est vraiment stockable dans les sols, d'après leurs calculs. Je passe sur les pratiques, mais bon, ça repose sur des pratiques. Bon, d'abord, protéger les sols riches en carbone, parce qu'il y a actuellement de la déforestation continue qui élimine beaucoup de carbone, et donc il faut commencer à protéger l'existant. Et ensuite, des pratiques agronomiques, d'agroécologie, donc qui sont souvent plutôt du low-tech, mais qui sont encore à perfectionner, etc. Mais qui, donc on connaît déjà des performances assez intéressantes. Bon, Steve, suivant. Et bon, tout ça, ça a déclenché un vif débat dans la communauté scientifique. Donc depuis 4 ans, il y a au moins une dizaine de publications qui sont sorties sur le 4 pour 1000, sans compter nombreuses publications sur le stockage du carbone dans les sols. Et ça a été quand même assez sanglant. Bon, là, j'ai juste le titre de l'une d'entre elles, qui était une lettre en réponse à une des publications qui supportait cette initiative. Et il est question d'un problème de crédibilité. C'est-à-dire, en fait, ce que les auteurs disent, mais avec cette histoire-là, dans quelques décennies, la communauté des sciences du sol paraissent pour des charlatans. Parce qu'on aura prétendu des choses qui s'avéraient avec des calculs assez rapides et vérifications tout à fait pas crédibles. Donc, suivante. Donc là, tu peux descendre l'animation aussi parce que bon, ça va être trop long. Bon, en gros, donc là, la question c'est est-ce que ce potentiel technique est atteignable? Donc, bon, les calculs sont très complexes. Il faut descendre, calculer à l'échelle locale et ensuite agréger à l'échelle planétaire. Mais en gros, les limitations qui ont été opposées à ce projet, il y a d'abord des contestations sur les chiffres utilisés dans les hypothèses, surface agricole utilisée. Il y a des inconnus sur la réponse aux bonnes pratiques des sols. Accumuler du carbone dans les sols, c'est pas forcément comme ça qu'on va en stocker à long terme. On peut des fois induire même de la décomposition en profondeur, du carbone qui est très ancien. Il y a des questions de stoichiométrie, il faut beaucoup d'azote aussi pour la matière organique, c'est pas que du carbone. Et donc les quantités d'azote disponibles sur la planète annuelles, celles qui sont connues, ne suffiraient pas à fabriquer toutes ces matières organiques qu'on veut stocker, en plus. Et puis il y a la question de la saturation et aussi la question du risque de déstockage, donc de l'incertitude à l'avenir des stocks en raison des nombreux aléas, qui soient d'ordre climatique, voire d'ordre humain, par exemple, les forêts c'est des ressources énergétiques. S'il y a une grosse crise énergétique, plus de fossiles, les gens vont se rabattre forcément sur les forêts. Et puis il y a aussi alors des choses encore plus complexes, par exemple la fonte du pergélisol, le permafrost, ces sols qui sont gelés en permanence dans les régions des hautes latitudes, surtout dans l'hémisphère nord. Et en fait, ça représente 1700 gigatonnes, c'est en fait à peu près autant que de carbone dans les sols non gelés. Et là aussi, on sait qu'avec le dégel, ça commence à émettre du carbone en plus. Bon. La deuxième question, c'est à quelle vitesse on peut mettre en... Ouais, c'est la suivante, merci. À quelle vitesse on peut mettre en œuvre ce programme complet? Alors là, c'est un peu le coup de grâce, parce que même les auteurs du projet, enfin, il y a une publication donc, qui sort cette année, mais en fait qui est sortie déjà depuis 1 an et demi. En gros, la conclusion, c'est que ça va prendre des décennies, puisqu'il faudrait, il y a des barrières socio-économiques importantes, ne serait-ce que pour mettre en action 460 millions de fermes dans 111 pays. Des problèmes d'acceptabilité sociale, des problèmes aussi du coût économique et du coût du carbone. Si la tonne de carbone ne vaut rien, du point de vue économique, ça va être difficile de mettre ça en œuvre. Dernière diapo, s'il te plaît. Donc les conclusions, ce que j'ai mis en rouge, en noir ça reprend les arguments. En rouge, c'est que les sols de la planète ne pourront pas nous épargner l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le temps court qui nous est imparti, parce que voilà, que ce soit les objectifs du plus 1,5 ou plus 2 degrés, les scénarios exigent que la décroissance des émissions commence et soit très importante d'ici 2030. Donc la priorité reste la réduction des émissions. Par contre, donc c'est juste après, bon, il faut quand même rendre aux utilisateurs le mérite d'avoir replacé les sols au centre des débats, parce que pour l'instant, dans le calcul du GIEC, la modélisation des échanges des sols avec l'atmosphère est très imparfaite. D'avoir rappelé l'importance capitale de la conservation des sols, de la restauration et pour la production alimentaire. Et en tout cas, et de ce point de vue, c'est une opération sans regret, parce que d'aller vers plus de stockage de carbone, ça va avoir des bénéfices de toute façon. Et enfin, ça a permis de stimuler des recherches qui fait que on peut en savoir plus rapidement et être capable de mieux évaluer les meilleures stratégies. Merci beaucoup.
Bonsoir, je suis Frédéric Beaune, je suis astrophysicien à l'IRAP, mais pas du tout sur Mars. Donc, en fait, j'ai des collègues qui travaillent sur Mars, mais ils sont tous à Houston en ce moment. Donc j'ai un peu planché et j'ai travaillé donc, sur la promesse de la colonisation de Mars. Et j'ai découvert que c'était un vaste sujet passionnant. Et donc je vais essayer de résumer en 5 minutes. Donc c'est un projet qui est envisagé, qui est discuté déjà depuis le 19e siècle. Apparemment, François, tu auras sûrement des références. Je ne les ai pas notées ici. Donc l'idée de quitter le berceau de l'humanité, de quitter la planète, irrigue la science-fiction tout au long du XXe siècle. On peut citer les chroniques martiennes notamment. Et donc il commence à y avoir des projets vraiment réalistes d'ingénieurs à partir des années 50, donc avec les premiers projets spatiaux de satellites. Et en particulier, le premier projet vraiment sérieux est proposé par Werner von Braun dans les années 50. Ensuite, tout au long des décennies suivantes, il y a eu une grande suite de programmes proposés par les ingénieurs ou les agences spatiales américaines et soviétiques, et qui ont été régulièrement actualisés. Donc j'ai pas fait la liste ici, il y en a un certain nombre. C'est pas simplement des délires d'ingénieurs, hein, les scientifiques y croient. Donc par exemple, je suis tombé sur un article de Nature de 1965. Donc c'est une étude qui a été faite sous l'égide de l'Académie des sciences américaine et par des scientifiques qui travaillent en planétologie, donc qui étudient Mars et les planètes. Et eux, ils y croient fermement, ils disent que des vols habités sont à prévoir dès les années 1980. Donc ça, c'était publié en 1965. Alors au début du XXIe siècle, tous les continents ou toutes les grandes puissances ont leur programme de vol habité vers Mars, y compris l'Europe. Juste une citation de Thomas Pesquet, qui est notre astronaute national, et qui dit « Et quand je pense au futur, je pense Mars, la Lune, l'exploration, pour découvrir et vivre encore plus loin, s'extirper de notre banlieue terrestre pour aller s'établir ailleurs de manière plus permanente. » Donc j'ai oublié de dire que chaque programme de colonisation de Mars prévoit à chaque fois la colonisation dans les 20 prochaines années. À chaque fois c'est décalé. Et donc le programme le plus avancé à l'heure actuelle, vous en avez tous entendu parler probablement, c'est le programme d'Elon Musk, le milliardaire fondateur de Tesla et de SpaceX, et qui a déjà envoyé une voiture Tesla en direction de Mars, et qui promet une colonisation. Donc lui, il prévoit d'envoyer plusieurs centaines de milliers d'humains sur Mars à l'échelle de 50 ans. Et donc le premier vol, il avait prévu, pendant longtemps, il prévoyait le premier vol habité en 2022. Il a reporté récemment cette date à 2028. Donc le slide suivant, c'est juste une illustration d'un des programmes de la NASA, donc en 1963. Tu peux passer au suivant, je vais assez vite là. Là, c'est les soviétiques, en fait, c'est une boîte d'allumettes soviétique. Bon, ils n'ont pas vraiment d'autres images, enfin, j'en ai pas trouvé. Là, c'est une étude, on s'est rendu compte quand même petit à petit que l'environnement martien était très hostile. Donc là, il y a une étude sur l'équipement pour résister aux tempêtes de poussière à la surface de Mars. Je peux passer au suivant. Là, donc, un programme de début de colonisation qui date de 89. C'est aussi un enjeu politique important, c'est-à-dire que chaque président américain se sent obligé pratiquement de présenter un programme de conquête spatiale. Là, un programme d'agriculture, parce qu'il faut pouvoir vivre en autosuffisance. Donc, un programme d'agriculture martienne. Et ça, c'est le projet SpaceX d'Elon Musk, voilà, qui prévoit d'envoyer centaines de milliers d'humains en moins de 50 ans sur Mars. Et donc il a commencé, ça c'est la seule image réelle là, de cette présentation, vous l'avez peut-être déjà vue, c'est cette voiture Tesla en train de voyager actuellement vers Mars, qui a été envoyée il y a 1 an. C'est assez spectaculaire quand même, avec une fusée très très puissante.
et avec un mannequin à bord qui écoute David Bowie, Space Oddity, ce qui est une aberration parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas de son dans l'espace. Mais bon, il y a quand même Space Oddity dans l'autoradio. Voilà. Alors pourquoi Mars? En fait, la Terre a deux voisines, c'est Vénus de ce côté et Mars plus éloigné du Soleil. Vénus est une planète beaucoup trop chaude due à un effet de serre très important, aucune chance d'y aller. Par contre, Mars est trop froide, mais on peut imaginer, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur Mars, on peut imaginer créer une atmosphère, et on parle de terraformer Mars, c'est le concept de terraformation. Donc Elon Musk a proposé de balancer des bombes thermonucléaires sur les calottes polaires pour vaporiser de l'eau, notamment, et du coup créer un effet de serre qui réchaufferait la planète et qui permettrait de vivre sans équipement sur la planète Mars. Comme tu disais, Julien, le rêve peut parfois être brisé. Et en fait, récemment, les scientifiques ont montré que cette hypothèse ne pouvait pas fonctionner, cette théorie ne tenait pas la route. Il y a eu notamment un article récemment, cet été, qui a complètement démonté ce scénario. Donc pour l'instant, en fait, on est bien obligé de dire que d'après les technologies actuelles, il n'y a pas de colonisation de Mars possible. Donc finalement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'au lieu de transformer Mars en une planète qui ressemblerait à la Terre, on est en train de transformer la Terre en une planète qui ressemble à Vénus, parce que l'effet de serre devient problématique. Donc je me demande s'il y a des extraterrestres quelque part qui observent ça, et je me demande s'ils sont en train de se marrer en fait. Et je me demande, est-ce qu'il ne faut pas en fait oublier ce rêve, carrément, même lutter contre ce rêve, pour ne pas plonger dans un cauchemar. Voilà. J'ai l'impression que vous partagez un consensus, et du coup je voulais savoir s'il y avait des points sur cette analyse-là sur lesquels vous seriez en désaccord entre vous. Voilà. On veut du sang. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour stopper le transhumanisme, sachant que si on ne fait rien, c'est ce qui fait notre humanité qui va disparaître? On répond peut-être, enfin, Ouais. vous saisissez des questions à ce stade? On n'a pas de micro. Est-ce que ça marche? Non. Je sais pas moi qui. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je ne connais rien. Mais non, ça me paraît très. Tout ça, c'est que des exemples. Évidemment, on pourrait les multiplier à l'infini. Sur le réchauffement climatique, les projets de géo-ingénierie globaux. Vous savez que la notion d'anthropocène a été forgée par un chimiste. Moi, je l'ai entendu en 2006, Crutzen, faire une conférence où il évoquait les projets de géo-ingénierie, le soufre dans l'atmosphère. Donc là, on est vraiment dans des folies. Et ce personnage, prix Nobel de chimie, figure centrale, qui a réussi à intéresser les pouvoirs publics à l'échelle globale, c'est assez caractéristique de cette espèce de course en avant. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Moi, je leur reprocherais aux scientifiques qu'il ne faut pas être dans un discours moralisateur, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Il faut essayer d'analyser des dynamiques qui aboutissent à un ensemble d'impasses, de problèmes. Donc moi, ce que je leur reprocherais peut-être, c'est que malgré tout, derrière ce qu'on a vu dans les 4 exposés, il y a quand même à la fois une forme j'ai envie de dire, d'égocentrisme, une sorte de sentiment de toute puissance. Et peut-être ce que je leur reprocherais, c'est ça aussi. C'est-à-dire de faire preuve d'un peu plus de modestie, de ne pas croire que eux, tout seuls, dans leur labo, ils vont changer le monde, parce que le monde, il se transforme avec plein de dynamiques complexes. Donc je leur reprocherais un peu, mais il ne faut pas leur reprocher, il n'y a rien à reprocher à personne. C'est comme ça, eux-mêmes sont pris dans des dynamiques qui les dépassent très largement. Et puis quand on parle des scientifiques, c'est compliqué parce que, en réalité, entre Crutzen, qui est devenu une sorte de figure médiatique internationale, qui fait des grandes conférences partout pour annoncer ses promesses, et la réalité du travail de scientifique dans les labos au quotidien, je pense que ça n'a rien à voir. Et la plupart des scientifiques sont... il y a un gros problème depuis les années 70, l'hyper-spécialisation croissante. Chacun est sur sa tête d'épingle, quoi. Et c'est ça le cœur. L'un des problèmes aussi, c'est que chacun est sur sa tête d'épingle. Donc la question, c'est qui contrôle la recherche scientifique, qui oriente les budgets et qui fait les choix. C'est pas les scientifiques qui font vraiment les choix.
C'est les industriels et les politiques qui sont... Et là, il y a un jeu qui s'instaure entre les promesses des scientifiques et ceux qui sont prêts à les entendre parce que ça les rassure et ça leur permet de ne pas avoir à faire leur boulot, quoi. Enfin, à faire leur boulot, parce qu'elles font leur boulot. Leur boulot consiste à faire du profit. Il ne faut pas attendre d'eux qui résolvent les problèmes, qui résolvent le problème du monde. Alors, qu'est-ce que je pense de ces 4 exposés? Donc, j'en pense beaucoup bien. Moi, on se connaît pas avant. Moi, j'arrive là, je débarque, j'ai fait mon petit speech historique. Et je trouve qu'il y a une cohérence entre ce que j'ai raconté et ce que les autres intervenants ont raconté. Juste un petit mot, et je me tais. Ça travaille. On pourrait faire la même chose avec les sciences humaines, hein, parce que les sciences humaines sont aussi travaillées par ces promesses. Il ne s'agit pas d'accuser les scientifiques contre les sciences humaines qui seraient pures. Ils sont pareils. Ils sont aussi dans les promesses permanentes pour choper des budgets. Ils répondent à des appels à projets débiles qui sont lancés. Par exemple, il y a un attentat terroriste, on lance des appels à projets. Et les mecs répondent pour faire des projets ANR et tout sur comment résoudre la déradicalisation ou comment résoudre les problèmes sociaux qui sont Et donc là aussi, eux, ils créent de la promesse débile pour attirer les politiques et pour obtenir des subventions. Et j'en cite un, parce qu'il m'énerve particulièrement. C'est Gerald Bronner. Je ne sais pas si vous connaissez Gerald Bronner, qui est un sociologue remarquable, qui s'est spécialisé dans l'étude. Alors c'est un vrai rationaliste à l'ancienne, c'est un sociologue, donc qui dénonce notre société marquée par l'irrationalité. Le vrai danger de notre société, ça serait la montée de l'irrationalisme, la méfiance à l'égard de la science. Et ce qui est génial avec Gerald Bronner, c'est qu'il a écrit un petit bouquin qui s'appelle L'âge de l'homme, qui est une sorte de réflexion contre le principe de précaution et plus généralement contre les écolos. Et dans son bouquin, il reprend les promesses de terraformation martienne et il imagine qu'un jour, de toute façon, il faut faire confiance dans le génie humain. De toute façon, on ira sur Mars un jour s'il y a vraiment un problème sur Terre. Et donc là, on voit comment une fausse promesse que tu as bien démontée est reprise en fait par un sociologue qui se présente comme porteur de la science et qui en fait juste véhicule de l'idéologie pure, quoi. Donc voilà. Donc pour les désaccords, j'en ai au moins 2, un avec Étienne et avec François. Moi je pense qu'on peut reprocher aux scientifiques, au minimum, on est financé pour la plupart sur des fonds publics. Donc ça veut dire qu'on demande aux autres de travailler plus pour nous financer nous. Et en échange de quoi? En échange de promesses, fondamentalement. On peut dire que c'est parce qu'il y a un meilleur savoir, mais comme on l'a dit, le savoir est tellement spécialisé qu'on est incapable de communiquer, on n'est même pas capable de communiquer entre nous. Et même à l'intérieur d'une unité de recherche, on a du mal à communiquer avec ses voisins. Moi, dans mon unité de recherche, je ne peux pas communiquer ce que je fais réellement comme scientifique avec mes voisins. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que les gens attendent en payant des impôts pour nous financer? Moi, j'ai des sérieux doutes là-dessus. S'il n'y avait pas les promesses, est-ce qu'on continuerait à être financé? Donc ça, c'est mon premier point de désaccord. Et deuxième point de désaccord, c'est avec Étienne sur le fait que c'était une bonne chose de financer des nouveaux projets de recherche pour comprendre comment le carbone se stocke, etc. Je pense que ça rentre ça dans l'idéologie qu'on n'a pas assez de savoir pour bien contrôler l'environnement, pour bien contrôler tout, en fait, hein, l'environnement, les humains, etc. Or, on sait très bien qu'on a déjà un savoir tellement complexe qu'on est incapable de le communiquer. Et en plus, c'est un savoir tellement complexe qui ne profite en fait que aux gens super éduqués et super riches. Donc c'est un savoir complètement antidémocratique. Donc je ne suis pas sûr que de financer d'autres recherches va permettre d'améliorer ces défauts majeurs du savoir scientifique. Juste une toute petite réaction par rapport à ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire par rapport à l'immensité des savoirs et à la grande complexité, moi je l'ai ressenti très, très fortement quand j'ai vraiment cherché à lire les rapports du GIEC pour répondre à la question du genre, est-ce que finalement avec les énergies renouvelables, les technologies que vous connaissez tous, dont on parle dans les journaux, est-ce qu'on va pouvoir produire assez d'énergie pour maintenir notre niveau de vie, un truc comme ça? La question elle est super simple. Mais vraiment aller se plonger dans tout ce qu'il faut, justement, vous parliez, monsieur, de la transmission d'énergie par les supraconducteurs, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et tout ce bazar, c'est hyper compliqué, quoi. Déjà, rien que de synthétiser tout ce qu'on sait, et surtout d'évaluer concrètement, justement, toutes les promesses technoscientifiques dont on est en train de parler aujourd'hui. Par exemple, pour en prendre un exemple, puisque vous parliez des éoliennes, je sais pas, on dit, ok, il y a un problème d'énergie en Europe, on ne va pas réussir à faire à la fois faire pousser la nourriture dont on a besoin, mettre des éoliennes, mettre des panneaux photovoltaïques.
Ok, pas de problème, on va aller mettre des panneaux photovoltaïques au milieu du Sahara. De toute façon, là-bas, on n'y fait rien, il n'y a personne, et donc on va récupérer l'énergie solaire qui est là-bas, et puis on va transporter toute cette énergie en Europe. Voilà. Paf, on lit ça au détour d'une publi. Combien de temps il faut pour savoir si ce truc-là, cette ligne-là qu'on lit dans une publi, c'est complètement débile ou pas? Eh bien, je vous souhaite bon courage, en fait. Parce que, en fait, c'est vachement compliqué. Voilà, alors il commence à y avoir des gens qui disent « Ouais, mais dans le désert, il y a du sable, donc il va falloir quelqu'un pour nettoyer les panneaux photovoltaïques. Et puis, comment tu vas transporter l'énergie jusque-là? Alors, tu fais des calculs de combien il te faut de cuivre pour faire ça. Et tu dis « Ah ouais, mais non, mais t'as pas besoin de cuivre, il faut des supraconducteurs. Ah oui, des supraconducteurs, mais combien il faut pour le refroidir et tout le bazar. » C'est juste dingue, en fait. Et ça, on en a des centaines et des centaines dans le domaine du réchauffement climatique. Et c'est juste hyper compliqué. Et pour souvent arriver à la conclusion qu'en fait, la plupart sont foireuses. La plupart, pas toutes, je n'ai pas dit toutes, mais il y en a un certain nombre qui sont foireuses. Enfin, je veux dire, Ségolène Royal, elle a quand même financé des travaux pour aller mettre des panneaux photovoltaïques sur les routes, quoi. Enfin, je veux dire, non, quoi. Il y en a 12. Ouais, il y en a. Voilà, je voulais juste être sûr qu'on réponde à toutes les questions. Alors, il y avait une question sur qu'est-ce qu'on propose par rapport pour la fin du transhumanisme. Moi, ma réponse en tant que neuroscientifique, c'est que le transhumanisme, il est juste pas possible. Il est très très clair, nos connaissances sur le fonctionnement du cerveau sont tellement faibles qu'il n'y a aucune chance qu'on arrive à comprendre comment ça fonctionne et télécharger le cerveau sur un ordinateur, tout ça, c'est juste totalement illusoire. Et vu les conditions écologiques actuelles, on n'aura plus de recherche pour avancer, mais de toute façon, on est très très loin. Donc le problème, il n'est pas comme nous veulent le faire croire beaucoup de transhumanisme, qu'il y a un problème du bon transhumanisme, de contrôler cette technologie dangereuse. Elle n'est pas dangereuse par rapport au transhumanisme, elle est dangereuse par rapport à ce qu'elle nous fait croire et par rapport aux capitaux qu'elle capte. Donc ça, le message, je dirais, le plus important, c'est de dire c'est bidon, arrêtons de prendre ces gens au sérieux, ne mettons pas d'argent et ne croyons pas que ça va... surtout que ces élites qui, elles, pensent qu'elles sont une minorité, qu'elles vont pouvoir s'en sortir, de leur dire non, c'est pas possible, vous allez crever avec nous si vous continuez vos conneries. Ça, c'était la réponse courte. Juste, je vais réagir sur la question je ne sais pas si j'ai bien compris, hein, sur la supraconductivité, qui dit ça peut être nécessaire, etc. C'est peut-être pas votre question, mais juste, je vais la reprendre d'une certaine façon, et que c'est un peu dans ce que tu disais. Le problème de ces solutions technologiques, c'est qu'on demande de répondre toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, si on veut continuer à consommer autant d'énergie, c'est-à-dire si on veut remplacer l'énergie fossile par des éoliennes, dans ce cas-là, il faut des éoliennes, on n'a plus de cuivre, donc on va remplacer donc toujours des solutions technologiques. Et le cadre très général depuis Joseph Rogan, enfin voilà, les limites, le principe de thermodynamique, c'est qu'en fait, voilà, c'est bloqué, donc on n'arrivera jamais, il y aura toujours un problème de ressources, un problème d'énergie, donc il faut juste diminuer. Ce serait vraiment la réponse, et mettre nos priorités à comment diminuer plutôt que comment résoudre. Après, c'est sûr qu'on aura toujours besoin d'énergie, et si on peut être plus efficace et qu'on peut utiliser ça, on est tous preneurs, je pense. Mais le problème, c'est la question des priorités. Les dissonances, je sais pas, voilà, entre nous, dissensus entre nous, voilà, on les entend peut-être, je sais pas. Et la chose, qu'est-ce qu'on reproche aux scientifiques? C'est une perche que tu nous tends. Parce que voilà, ce qu'on reproche aux scientifiques, c'est de ne pas faire ce qu'on essaie de faire à l'atelier d'écologie politique, c'est-à-dire de réfléchir, de dire voilà, de pas dire ah c'est pas de notre faute, c'est les autres qui utilisent notre truc, mais de réfléchir exactement à notre responsabilité et également par rapport à dire oui mais on est hyper spécialisé, ben justement on essaye de décloisonner pour pouvoir comprendre un peu mieux ce qu'on fait. Donc voilà, tous ceux qui ne rejoignent pas l'atelier d'écologie politique sont responsables, voire coupables maintenant qu'ils sont. L'auditoire a l'air de vouloir rester. Donc je vais juste répondre à Hervé pour enchaîner. Donc, je suis d'accord sur le constat qu'il y a une grosse déperdition entre la masse de connaissances qui est accumulée par la recherche et dont la pertinence n'est pas forcément prouvée, mais
à chaque fois, mais, et les utilisations potentielles même qu'on pourrait reconnaître, que la société pourrait admettre comme étant vraiment utiles. Ça, je suis d'accord là-dessus. Après, bon, c'est un peu le cas particulier, mais ce dont j'ai parlé, en fait, ces recherches sur la matière organique ou le comportement des sols, bon, c'est censé déboucher d'abord, ça ne débouche pas sur des brevets, ça débouche sur des modifications d'organisation de type agronomique. Et il y a aussi, bon, ça évidemment, je ne l'ai pas dit il n'y a pas le temps, bon, le 4 pour 1000 finançait aussi pas mal de recherches participatives ou des initiatives qui étaient en collaboration ou avec des groupements d'agriculteurs ou d'organisations d'agriculteurs. Donc je pense qu'il y a, enfin, là pour l'instant je ne sais pas si ça va déboucher, mais il y a même avec une forte déverdition, je pense qu'il peut y avoir des informations utiles qui auront des retombées pratiques. Pour moi, le gros problème de ce programme 4 pour 1000, c'est que un ministre qui allait plus loin en fait que des scientifiques, mais qui néanmoins allait quand même dans son sens, le ministre en fait en 2015, il fallait que la France fasse du buzz avec la COP21, donc déjà elle organisait, et de lancer un truc comme ça, c'était aussi une façon de se faire remarquer, les Français trop forts, etc. Ils ont vraiment des bonnes idées, et enfin, je pense que ça a joué. Bon, j'étais pas dans les réseaux qui ont monté ça, mais ça a joué. Je pense que là l'erreur fondamentale, là, c'était de dire quelque chose qui pouvait, si c'était pris à la lettre, être complètement démobilisateur par rapport aux efforts, et on essaie de faire entrer dans la tête des gens que c'est maintenant qu'il faut agir, et il ne faut pas espérer une technologie hypothétique même dans 10 ans. Ce genre d'annonce, c'est assez destructeur et démobilisateur, et d'annoncer ça alors qu'il y a des scientifiques derrière, alors qu'on n'a pas vraiment de preuves que les calculs sont discutables, je pense que c'est grave. Voilà. Alors en fait, on devait quitter la salle à 20h, mais Julien, tu n'as pas parlé, donc il reste 2 minutes. Désolé, 2 minutes. Alors je vais y aller, parce que je viens des sciences sociales, alors je dire 3 mots. Ce qui m'interpelle dans cette affaire, c'est la portée sociale du messianisme scientifique. C'est pas tant qu'on ne va pas reprocher à l'entreprise de faire de l'argent dans ce contexte, on ne va pas reprocher à un scientifique d'innover, d'inventer, de s'imaginer, de croire en ses promesses, mais encore que je crois pas, je suis même pas sûr que les scientifiques croient dans les promesses qu'ils présentent. Je ne sais pas si Thomas Pesquet croit qu'il va aller habiter dans Mars, ou ses petits-enfants vont habiter sur Mars, ou Elon Musk, ou qui que ce soit d'autre, ou Marie Curie, avec les campagnes de promotion du radon au début du XXe siècle. Elle en est morte. Je ne suis pas sûr qu'elle croyait vraiment dans le bien fondé de tous ces produits-là. Et ce qui m'interpelle, c'est la portée sociale de ce mécanisme et le rôle qu'il joue dans notre société. La façon qu'on a de subordonner à la décision politique cette promesse-là qu'on présente comme supérieure. Ce que je mettrais, moi, il y a eu toute une économie politique du messianisme scientifique. Le fait que mes collègues de sismologie, ils savent très bien que s'ils arrivent à produire un modèle probabiliste de telles caractéristiques des séismes en Équateur, ça va peut-être changer la norme de construction, mais ça ne va rien faire à des villes qui ont 70% de construction dans l'informel, donc qui échappent à toute norme et tout contrôle possible. Ils savent qu'ils sont à côté, sauf qu'il faut aller chercher de l'argent. On a des structures d'organisation de la recherche, on a une certaine légitimité, une crédibilité. Et donc on surfe un peu sur ces vagues-là, chacun avec nos armes, les sciences sociales étant pas les plus armées, mais on a quand même de bons spécimens. Donc ce que je trouve moi d'important et ce qu'il faudrait faire, c'est faire placer comme point de départ de notre activité de recherche publique une forme de réflexivité. Quelle est la portée sociale, quelle est la responsabilité sociale de notre activité, et à partir de là, s'engager dans notre métier, et pas essayer de résoudre des problèmes qui se posent sur des têtes d'épingle d'abord, parce que ça nous fait briller sur la planète recherche.